L'Italie fait partie des plus anciennes nations d'Europe, et elle atteste, par son peuplement synthétique, de l'histoire de notre continent, c'est-à-dire des vagues de peuplement issues d'une même souche, mais qui vont s'échelonner sur des millénaires. Il y a d'abord évidemment un peuplement paléolithique et néolithique, qu'on retrouve dans le reste de l'Europe, avec effectivement une part méditerranéenne plus significative, mais il y a ensuite l'arrivée des Indo-Européens, qui vont donner leur nom à un certain nombre de villes et à un certain nombre de régions. Il y a les Vénètes, au nord-est, qui vont donner leur nom à la ville de Venise, et puis il y a les peuples italiques, dont les Latins, les Samnites et tant d'autres, qui s'installent et qui vont aller jusqu'en Sicile, où la tribu des Sicules notamment donne son nom à l'île. Et donc ce sont des peuples, effectivement, qui s'implantent et qui sont apparentés. Il faut savoir que les peuples italiques et les peuples celtiques ont une origine commune plus ancienne. Ils se sont séparés un bon millénaire plus tôt. Et donc, il y a une population un peu mystérieuse qui habite l'actuelle Toscane, qu'on appelle les Étrusques. Ces Étrusques ont une langue qui n'est pas indo-européenne au sens strict, mais qui contient beaucoup d'éléments qui rappellent les langues indo-européennes, et qui paraît être une langue mixte à l'origine. Le plus probable, c'est une origine anatolienne, d'une langue qui a fusionné des éléments indo-européens et non indo-européens, pour donner cette langue un peu étrange. Le rôle des Étrusques va être important parce qu'ils vont être les intermédiaires entre la civilisation grecque et la civilisation latine. Ils vont apporter beaucoup, justement, d'éléments grecs à l'Italie. Les Grecs n'ont pas nécessairement besoin, d'ailleurs, de passer par un intermédiaire, puisque beaucoup de Grecs vont s'installer dans des colonies au sud de l'Italie, qu'on va appeler la Grande Grèce, et en Sicile. Ils vont fonder des villes célèbres, comme Syracuse, Tarente, la seule colonie spartiate, puisque les Spartiates sont assez rétifs à l'installation à l'étranger, et par exemple simplement une ville comme Néapolis, la nouvelle cité qu'a donnée Naples. Donc il y a déjà des intermédiaires étrusques, mais aussi un contact direct avec ces Grecs qui s'installent dans l'Italie ancienne. Évidemment, il y a des Celtes qui s'installent au nord, dans ce que certains appellent la Padanie, la plaine du Pô. C'est ce qu'on appelle dans l'Antiquité la Gaule cisalpine. Donc cette Gaule cisalpine, évidemment, va donner son nom à un certain nombre de territoires, de cités. Par exemple, la ville de Médiolanum, qui veut dire la ville centrale, a donné Milan. Voilà la carte, on va dire, avant que Rome ne commence son ascension. Au départ, Rome est une ville particulièrement secondaire, même si elle est bien implantée et bien installée géographiquement. C'est globalement une ville sous influence étrusque, peut-être même fondée par des Étrusques, mais qui a une mythologie latine, c'est-à-dire indo-européenne. On ne va pas aller plus loin dans la mythologie de la cité. Fondation de Romulus et les premiers rois. Les rois étrusques ont certainement existé, peut-être pas tels que la légende les raconte. Et ensuite, la ville s'est émancipée, sur la fameuse date de 509 avant notre ère, construction du temple de Jupiter capitolin, et donc installation de la République. Le modèle romain va être assez efficace, car au fur et à mesure des siècles, les Romains, malgré quelques défaites, face à Carthage ou face aux Gaulois, vont continuer de gagner du territoire. Ils vont finir par unifier toute l'Italie. Ils vont connaître alors une guerre sociale, c'est-à-dire que les autres peuples italiques veulent la citoyenneté romaine. Ils sont considérés comme des populations dominées. Et donc, ils vont obtenir finalement l'accès au droit de cité, c'est-à-dire devenir des Romains. C'est-à-dire qu'à l'exception du pays du Nord, et des Étrusques à ce moment-là, l'Italie va s'unir en une nation, même si elle n'est pas complète. Les Étrusques vaincus vont être également récupérés, et puis la Gaule cisalpine va tomber dans l'escarcelle romaine à l'issue d'un certain nombre de guerres qui vont être compliquées. Toute l'Italie, toute la botte italienne va être unifiée par Rome, et cette Italie va faire l'objet d'une province d'Italie, qui sera une province motrice, et matrice, si on peut dire, de l'Empire romain, qui va naître de la République. La République conquiert beaucoup de territoires, les monarchies hellénistiques qui s'effondrent, et la Grèce en particulier, l'Espagne et le Portugal actuel, donc la péninsule hispanique, etc. Et puis les Romains de l'Empire vont rajouter d'autres territoires. La Gaule est conquise à la fin de la République, et il y aura encore des élargissements du temps de l'Empire. Évidemment, le problème de l'Empire, c'est que l'Italie perd sa prépondérance, elle perd sa domination de peuplement. Et ça n'est pas sans conséquence, c'est-à-dire que très rapidement, beaucoup de populations venues de toutes les provinces vont commencer à s'installer à Rome. Rome va atteindre près d'1 million d'habitants à la fin du IIIe siècle, et elle est minoritairement italique, c'est-à-dire qu'en fait, la moitié des habitants de Rome, je ne parle pas d'habitants de la province d'Italie,
ne sont pas nécessairement des Européens. Et il y a beaucoup de gens venus des provinces orientales qui se sont implantés. Ils y amènent les religions orientales, éventuellement le christianisme avec. Mais à partir de la fin du IVe siècle, et les déconvenus de l'Empire romain, la ville va commencer à perdre de la population. D'abord parce que Rome cesse d'être la capitale réelle de l'Empire à partir de Constantin, donc au début du IVe siècle. Et ensuite parce que, impuissante face aux arrivées germaniques, des barbares qui, entre guillemets, qui viennent s'ajouter à l'équation, eh bien, les populations orientales retournent dans leur province. C'est une forme de processus remigratoire naturel, ce qui, à grande surprise de l'archéologie, montre un renouveau italique et même étrusque. C'est assez surprenant, mais il y a un renouveau étrusque au VIe siècle de notre ère, en Italie. Donc, concrètement, l'Italie se réveille à nouveau européenne et à nouveau italienne. L'universalisme romain s'est effondré, et grâce aux Germains d'une certaine manière, l'Italie est davantage romaine que depuis toujours. Ce qui fait que le peuplement italien d'aujourd'hui est clairement descendant du peuplement italien antique. De même que les Grecs contemporains sont les héritiers des Grecs classiques et mycéniens. C'est important d'avoir ça en tête, il n'y a pas de mélange généralisé des populations que l'Empire romain aurait laissées dans l'Italie moderne. C'est bien la descendance du Latium. Alors, évidemment, c'est peut-être la religion, l'éducation, le mode de vie qui ont changé entre l'époque romaine et l'époque italienne contemporaine. Le christianisme a adouci les principes romains. Donc, l'Italie va connaître l'arrivée de peuples germaniques, Visigoths, qui ne s'implanteront pas, Ostrogoths, qui resteront plus longtemps, renouveau byzantin, avec Justinien, qui essaie de se récupérer la province d'Italie, il parvient temporairement, jusqu'à ce que d'autres Germains arrivent. Il s'agit des Lombards, qui vont donner leur nom, bien sûr, à la Lombardie, cette région bien connue d'Italie. Ces Lombards, ce sont des Germains restés païens. Leur dieu principal est Godan, c'est-à-dire en réalité Wodan, et ils vont mettre un peu de temps à se christianiser. Les Lombards vont vraiment s'implanter et ils vont développer la banque, puisque c'est un métier mal vu du christianisme, et quand ils arrivent, ils ne sont pas encore chrétiens. Ce qui fait que les Lombards développent notamment le commerce et autres. Ils mettent fin ainsi à la présence byzantine, tout simplement. Les Lombards sont ensuite vaincus par les Francs, et l'Italie, sauf l'extrême sud, va être annexée purement et simplement à l'Empire carolingien, puis faire partie de la Lotharingie, du moins temporairement, ce royaume central dû à la division entre les trois fils de Louis le Pieux. Voilà comment l'Italie va retrouver progressivement sa place, mais elle fait partie d'une partie du Saint-Empire romain germanique. Il suffit de penser à la figure de Frédéric de Hohenstaufen, par exemple, qui était d'ailleurs installé en Sicile et qui a eu des conflits longs et nombreux avec le pape. La fameuse querelle des Guelfes et des Gibelins porte sur ça. Est-ce qu'on est du côté de l'empereur ou est-ce qu'on est du côté du pape? C'est l'opposition fondamentale. Donc l'Italie va rester longtemps divisée ainsi. À un moment donné, il y aura, on va dire, une multitude d'États, et plusieurs États vont commencer à se développer. Il y a d'abord le royaume des deux Siciles, qui comprend la Sicile et le sud de l'Italie, qui est un royaume qui fait partie d'ailleurs au départ de Charles Quint et même de l'Espagne. Et puis il y a la monarchie piémontaise, le Piémont-Sardaigne au nord, qui s'élabore. Donc deux entités distinctes. Il y a les États de l'Église au milieu, donc c'est-à-dire non pas le Vatican qui est né en 1929, mais ce qu'on appelait les États de l'Église au sens strict, qui occupaient une partie de l'Italie centrale. Et puis il y avait différents duchés qui étaient indépendants et des cités-États. Bien. Donc une Italie totalement morcelée. Même si sur le plan linguistique et culturel, elle s'unifie plus ou moins. Donc il va falloir attendre longtemps. Et la question vaticane est essentielle. Le Piémont-Sardaigne va être l'élément d'unification de l'Italie à partir de 1850. Et en 1860, l'Italie est presque unifiée, à l'exception des États vaticanesques. Il faudra attendre la chute de Napoléon III, qui protégeait l'État du Vatican, donc pour que l'Italie se réunifie totalement. Mais à ce moment-là, il n'y a plus d'État pontifical, et il y a ce qu'on appelle la question d'Italie, c'est-à-dire que le pape ne reconnaît pas l'État italien et est privé de toute souveraineté politique quelque part. C'est Mussolini en 1929, par les accords du Latran, lui qui était Nietzschéen anticlérical, qui signe un accord qui fonde cet État du Vatican, donc recrée un État ecclésiastique limité à une partie de Rome. Et c'est pour ça que le Vatican est un État souverain aujourd'hui, même si c'est un État de petite surface.
Donc voilà un peu l'histoire rapide de l'Italie. J'ai insisté beaucoup sur les origines italiennes, parce que c'était le but un petit peu de l'équation, pour faire comprendre à chacun d'entre nous que l'Italie, évidemment, est un élément moteur de l'Europe. N'oublions pas son apport civilisationnel, qui n'est pas négligeable. Ce sont les Italiens qui ont permis la transmission de la culture gréco-byzantine au reste de l'Europe. Après l'attaque des Turcs, beaucoup de savants et de textes sont arrivés en Italie. Ça a permis la Renaissance, qui vient d'Italie, et qui s'est exprimée, bien entendu, sur le plan philosophique, Marcilio Ficino, par exemple, sur le plan artistique, il suffit de penser aux grands peintres bien connus, sur le plan littéraire, évidemment, sur le plan musical, par la suite, avec notamment, évidemment, les grandes œuvres de Rossini, Verdi et autres. Voilà, d'une matrice importante, et bien entendu, le relais va être pris ensuite par la France, par l'Angleterre, par l'Allemagne, sur différents sujets. L'Allemagne va être héritière de la philosophie antique. La France va porteuse d'autres aspects, le droit romain par exemple, et puis évidemment la musique, c'est aussi l'Allemagne jusqu'à la Russie. Donc l'Italie a contribué à la civilisation européenne avec sa langue qui est très belle, langue latine, et qui est la plus proche héritière du latin. En fait, pour être précis, l'italien vient plutôt de la langue toscane, plus que de l'italien de Rome. Mais ça reste évidemment le plus proche héritier sur tous les plans du latin. Bien plus que l'espagnol, le français ou le portugais, évidemment. La grammaire latine permet un peu de comprendre la grammaire italienne. Bien entendu, l'italien a perdu les désinences et autres, mais il y a des traces comme ça qui subsistent. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. C'est une des nations d'Europe les plus intéressantes, évidemment, sur le plan de l'apport culturel. Elle a eu sa période de gloire, qui a failli la détruire d'une certaine manière. Vous voyez, le problème est toujours le même. Vous dominez sur le plan politique, mais vous êtes dominé par les populations que vous soumettez. Rome est vaincue par ces nations vaincues, en fait. Et il faudra la défaite de Rome pour que l'Italie sauve sa mise au prix de l'unité politique, qu'elle mettra tout simplement 1300 ans et quelques à aboutir. N'oublions jamais que les deux plus anciennes nations d'Europe, la Grèce et l'Italie, n'ont connu leur unité politique que tardivement. 1830 pour la Grèce, 1870 pour l'Italie, c'est-à-dire après la France. Pourquoi ? Parce que, effectivement, il y a eu le prix à payer de la division et de l'occupation ennemie. Et, effectivement, l'unité italienne est tardive. La nation italienne est tardive. Pourtant, c'est une nation des plus anciennes. Et le nom de Italia, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Vitalia, est très ancien. Le fondateur serait un certain Italos, dans la mythologie latine. Donc voilà, qui serait le père de tous les peuples italiques que j'ai évoqués. Alors, il faudrait quand même préciser que l'Italie a été également victime, parfois, de raids vikings. Ça paraît étonnant, tellement c'est au sud, mais c'est arrivé. Et surtout, de menaces arabo-musulmanes, qui ont eu lieu à plusieurs reprises, avec une occupation partielle de Malte, occupation partielle de la Sicile, malgré l'action de Frédéric II et de tant d'autres. Et c'est pour ça que la population de Sicile est un peu plus complexe, disons-le ainsi. Elle n'en est pas moins européenne.